La philosophie après-demain. Mon cheminement, quelque peu laborieux dans le cadre des institutions de la philosophie aux États-Unis, a été tel que j'éprouve perpétuellement le besoin de me présenter intellectuellement. Autrement dit, de faire un peu percevoir de quelle façon les moments de mon travail sont censés conduire les uns aux autres. Appeler ce besoin mon identification à l'étranger, voire, comme dit presque Emerson, à l'immigrant. Ce que j'ai regroupé dans le texte qui va suivre commence par signaler que je continue à travailler dans le sillage qu'a créé dans la pensée du XXe siècle l'œuvre de Wittgenstein, plus particulièrement ses recherches philosophiques, laissées pour la plus grande partie inédites à sa mort en 1951, mais prêtes à être publiées, conjointement à l'œuvre de Austin, mort en 1960, avant d'avoir atteint l'âge de 50 ans. Ensuite, je développe une explication du titre que j'ai donné à ce texte, La philosophie après-demain, qui trouve son origine dans un passage de Nietzsche, portant directement sur ce que j'appelle le perfectionnisme moral d'Emerson, et qui, à mon sens, apporte en même temps un éclairage sur la tâche de l'ordinaire telle qu'elle surgit de la pratique d'Austin et de l'activité philosophique du dernier Wittgenstein. Puis, après un bref détour dans lequel je mets en rapport les idées de perfectionnisme et de l'ordinaire à ma perception de certains films hollywoodiens classiques auxquels j'ai accordé quelque attention, je consacre une large part de la seconde moitié de mes propos à évoquer deux romancières capitales de l'ordinaire et de ses échecs, qui, à mon avis, sont des précurseurs des films que j'ai tant admirés, Jane Austen et George Eliot. Une des manières dont j'ai caractérisé dès le début les recherches philosophiques de Wittgenstein a été de dire que c'était une œuvre pédagogique. Au départ, j'entendais aussi souligner le rôle de l'enfant dans cette œuvre, figure que l'on ne s'attend pas à rencontrer dans un traité philosophique essentiel et encore moins dans un rôle principal. Un peu plus tard, j'ai orienté différemment mon insistance en disant que la philosophie, telle qu'elle était conçue dans les recherches philosophiques, était une éducation pour adultes. Ces deux approches se révèlent en contradiction avec le désir de concevoir la philosophie comme un chapitre de la science, en contradiction en ce sens. Si la science est une attitude envers les choses et un ensemble fluctuant de méthodes d'acquisition des connaissances, pour nous la source insurpassable des paradigmes, de l'apprentissage de choses nouvelles sur le monde, alors les recherches de Wittgenstein, dans ce qu'il appelle ses méthodes, assument que les paradigmes de l'instruction philosophique sont en contraste, pour ne pas dire en conflit, avec ceux de la science, en soulignant que ce que nous apprenons de la philosophie n'est justement pas quelque chose de nouveau. La recherche logique, qui comprend ce que Wittgenstein fait rentrer, ce qu'il appelle la recherche grammaticale, trouve sa source dans une envie de comprendre la base ou l'essence de tout ce qui est empirique. Non pas toutefois comme si à cette fin nous fallait traquer des faits nouveaux, il est plutôt de l'essence de notre recherche que nous ne cherchions à rien apprendre de nouveau par elle. Nous voulons comprendre quelque chose qui est déjà parfaitement visible, car c'est là ce que dans un sens nous semblons ne pas comprendre. Mais sans parler de savoir quel philosophe accepterait de voir là l'annonce des aspirations de la philosophie, à quoi aboutit ce sens contraire à l'apprentissage et de la compréhension. Parfois Wittgenstein dit que la tâche de la philosophie est d'assembler des rappels, mais il en va de même plus ou moins par exemple de Platon, de Heidegger, de Lévinas et d'Austin. J'ai trouvé que la scène suivante, ou le fantasme suivant dans les recherches que j'appelle leur scène d'instruction, résumait l'idée que se fait Wittgenstein de l'apprentissage et de l'enseignement. Si j'ai épuisé les justifications pour suivre les règles des mathématiques ou du langage ordinaire, comme je fais, j'ai atteint le sol dur et ma bêche se retourne. Alors j'incline à dire c'est là simplement ce que je fais. La façon de lire cette scène est au cœur d'un désaccord sur la manière de lire très généralement les recherches. Dans son livre marquant Règles et langage privé, introduction au paradoxe de Wittgenstein, Saul Kripke interprète le geste de l'enseignant ou du locuteur qui montre ce qu'il fait comme signifiant une démonstration de puissance, un geste politique, comme je l'ai appelé, qui parle pour la communauté et exige un accord menaçant d'exclusion, comme si sous-tendant la démonstration, il
y avait fait comme moi ou subissant les conséquences. J'ai interprété ce geste de façon plutôt opposée, comme reconnaissant une faiblesse nécessaire. Je pourrais dire qu'il reconnaît un caractère séparé dans l'enseignement ou la socialisation, insistant sur le fait qu'arriver à une impasse entre professeur et élève est aussi une menace pour l'enseignant et pourrait l'éclairer. Cette différence d'interprétation mobilise un ensemble considérable d'histoires. L'une des plus célèbres histoires de Wittgenstein commence par un élève à qui l'on demande de suivre la règle « ajoute 2 ». Il le fait de façon irréprochable jusqu'à 1000, et à partir de là, il commence à faire ce que nous appelons suivre la règle « ajoute 4 », jusqu'à 2006, jusqu'à 3000, et refuse de se laisser persuader qu'il ne continue pas à faire ce que nous lui avons demandé. Dans mes travaux sur Wittgenstein, on a plus de chances de tomber sur un compagnon à qui l'on a proposé de faire une promenade. Il fait donc avec nous un tour dans le jardin, de façon irréprochable, et bientôt il tourne sur lui-même et continue en marchant à reculons. Peut-être il se met à pirouetter sur la pointe d'un pied tous les 2 pas, ou à ne faire que 2 enjambées par minute. Et quand nous le questionnons, il soutient qu'il fait la même chose. C'est-à-dire qu'il fait un tour avec nous. Pour l'instant, je voudrais prêter le flanc aux critiques aussi peu que possible et tirer une morale du fait que dans chaque direction que vous entraîniez la scène d'instruction, quand l'enseignant reconnaît qu'il ou elle a épuisé les justifications et en conclut que des explications supplémentaires sont inutiles, il y a plusieurs options. Exprimer son exaspération, quitter la scène, attendre en s'appuyant sur sa bêche, pour ainsi dire, ou retourner à ce qu'il faisait simplement, avant d'arriver à cette impasse. Peut-être utiliser la bêche sur un terrain proche, ou montrer pourquoi il creusait en replantant, par exemple, un jeune arbre, ou en enfonçant un poteau. Toutes choses qui pourront ou non susciter un intérêt renouvelé est une nouvelle réaction de la part de l'élève. La morale que je tire se concentre sur l'instant de l'impasse, représenté comme le moment où l'enseignant se tait, exprimé dans ma lecture de la scène, non seulement dans l'impression de clôture, que font passer les mots « c'est là simplement ce que je fais », mais dans l'introduction de ces mots par l'expression « alors j'incline à dire », qui me suggère que les mots en question ne sont en réalité pas prononcés. Wittgenstein annonce de manière explicite ce moment de silence à la fin de la section qui ouvre les recherches quand il dit « Les explications prennent fin quelque part. J'ai remarqué ailleurs que c'était là le moment comique, initial de ce texte, moment digne de Montaigne, annoncé au début d'une œuvre avant qu'il ne soit rien produit, pour ainsi dire que l'œuvre de l'homme prend fin. Au-delà de cette reconnaissance explicite que les mots ont une fin, la forme de la partie principale des recherches manifeste ce destin, à savoir d'être réduit au silence face à autrui. De façon implicite tout au long, dans cette partie, dans ces 693 sections, la philosophie touche à sa fin 693 fois, ce qui est à mon sens la morale de cet instant de silence récurrent, c'est-à-dire qu'à un moment de l'enseignement, l'élève doit continuer et doit vouloir continuer seul. Une autre voie est de dire que l'enseignant doit avoir à la fois quand et même comment se taire et quand et comment rompre le silence. Cela apparaît dans la préoccupation de Wittgenstein par ce qui vaut d'être dit ou ce qui peut être dit. Qu'est-ce que dire quelque chose à quelqu'un? Et seulement qui suis-je en train d'informer de ceci? 2 réactions caractéristiques de Wittgenstein, comme si la philosophie devait réagir à sa propre pulsion humaine, de parler dans le vide, ou peut-être de parler à des autres non spécifiés ou non discernables. Peut-être qu'éviter cette pulsion est une raison pour vouloir que la philosophie soit un chapitre de la science, ou une raison de ne pas le vouloir. Quand Wittgenstein se décrit comme étant accusé de détruire tout ce qui est intéressant et important, il répond de fait que si ce qu'il a fait est destructeur, ce qui est détruit ne pouvait avoir d'intérêt authentique. C'était depuis toujours un château de cartes. Dans les recherches philosophiques, l'intéressant et l'important doivent partout faire l'épreuve de leur intérêt et de leur importance. Exigence ancienne, la philosophie s'impose à elle-même. Dans un texte obsédé par la parole et le silence, par les possibilités et les impossibilités de dire quoi que ce soit, l'importance ou la valeur se mesure à l'intérêt, point, ou l'enjeu, qu'il y a à dire quelque chose, que ce soit pour avertir, informer, amuser, promettre,
interroger, insister, implorer, avouer. Et l'intérêt excède le fait de dire. Il excède de telle manière que le fait de dire n'est pas seulement vulnérable, comme toute action humaine, au malheur, pas seulement celui de parler mal ou d'être mal compris, mais celui d'être sans intérêt, comme si l'on n'arrivait absolument pas à faire coller une raison compréhensible pour dire quelque chose, comme dans le fantasme wittgensteinien, une personne qui se met la main sur la tête et dit « je sais quelle est ma taille », ou comme si les mots avaient voué à tomber dans des oreilles de sourds, comme dans la mise en garde wittgensteinienne sur laquelle, quand votre bêche se retourne, il ne sert de rien de répéter les vieux exemples et les vieux arguments. J'ai le sentiment que juger la parole sans intérêt est une menace ou une humeur caractéristique des recherches. Chaque mot doit renvoyer à quelque chose. Mais il y a sûrement là quelque chose qui accompagne mon cri de douleur. Si nous plaçons ce sentiment sur fond de la représentation par Wittgenstein de la parole, la causerie, comme forme de vie distinctive de l'humanité, alors l'existence humaine, avec ce don du langage qui est le sien, se présente de façon chronique, comme une affaire décevante et mélancolique. Le sentiment que j'ai de cette déception est à sa source spécifiquement lié à la manière dont je comprends le rôle omniprésent de ce que Wittgenstein appelle nos critères pour nos jugements du monde, le sentiment que, quand nous remarquons un spasme quasi étouffé, une hésitation d'un quart de seconde ou d'autres choses qui en essence ne sont pas différentes de celle-là, c'est là notre seul fondement pour nos supposées certitudes concernant nos souffrances, nos gaietés ou nos distances mutuelles. Si l'on peut tirer des morales du silence dans l'enseignement qui nous disent que l'élève doit vouloir continuer seul à introduire le langage dans le monde et que ce qui est dit doit valoir d'être dit, avoir un intérêt, avertir, informer, amuser, promettre, questionner, compter, insister, implorer, alors reste-t-il encore un doute quant au fait que l'élève doit juger qu'avertir, informer, amuser, promettre, compter, implorer, eux-mêmes valent d'être faits. Si c'est une partie de l'enseignement que d'entreprendre de valider ces mesures d'intérêt, alors tout se passe exactement comme si l'enseignement devait pour ainsi dire entreprendre de démontrer qu'il existe une raison pour prendre la parole. La philosophie se montrerait alors comme un combat contre la mélancolie, contre la capitulation devant l'absence d'intérêt. L'une des surprises que j'ai en me voyant parvenu à un point aussi improbable et qui m'a fait penser et donne peut-être bizarrement accès à une remarque de Walter Benjamin qui tout à la fois m'avait frappé et m'avait semblé impénétrable lorsque je l'avais lu il y a quelques années dans son livre sur le drame baroque allemand, à savoir que dans la parole, la nécessité de signifier se rencontre comme la raison du deuil. J'ai placé les choses sous un tel jour, je ne suis pas sans savoir que pour certains de mes collègues philosophes, ce jour paraît quelque peu glauque, en ayant trouvé cette conjonction des concepts de nouvel appel à la connaissance ou d'appel à une nouvelle idée de la connaissance avec la nécessité du silence qui s'ensuit, suivi par la question de l'intérêt de la parole. La dernière fois que je me suis tourné vers un texte de Nietzsche, que j'y ai fait retour cette fois-ci, je m'étais tourné vers Humain trop humain, et en particulier vers la préface ajoutée en 1886 à l'édition originale de 1878. Cette préface conclut sa préparation au livre, un livre qui cherche à découvrir une connaissance dépassant tous les stades actuels, une connaissance des conditions de la civilisation. En déclarant, après avoir remarqué que ce livre avait trouvé ses lecteurs à l'étranger, mais avait été le plus mal entendu justement en Allemagne, que sa philosophie lui conseille de se taire, d'autant plus qu'en certains cas, comme le suggère le proverbe, on ne reste philosophe qu'autant qu'on garde le silence. En particulier, en gardant le silence sur la prétention que l'on a d'être philosophe. L'intérêt de la parole est ensuite mentionné explicitement dans la phrase qui ouvre la préface de ce qui est devenu le livre 2 d'Humain trop humain. Il ne faut parler que si l'on ne peut se taire. Il ne faut parler que si l'on ne peut se taire. Tout le reste est bavardage. Gest, Batz, il appelle cela aussi littérature. Quelqu'un a sans doute déjà avant moi rapproché cette déclaration de Nietzsche avec celle qui conclut le Tractatus de Wittgenstein. De ce dont on ne peut parler, on doit donc se taire là-dessus.
La différence semble dépendre de la différence entre la découverte d'une parole dans le vide du bavardage et d'une parole privée de sens métaphysique. Le Wittgenstein du Tractatus prend congé sans considérer que sa découverte philosophique est vouée à l'inefficacité dans l'état actuel des êtres humains, que les êtres humains, et au premier rang les philosophes, continueront à dire, voire à insister, sur ce qui ne peut être dit, alors que le Wittgenstein des recherches demeure obsédé, tout comme Nietzsche, et ajoutons Heidegger et Kierkegaard, par cette vulnérabilité, cette folie ou cette condition humaine, ou comme le dit aussi Nietzsche, cette absence d'éducation qui consiste à trop parler. La suggestion provocatrice de Nietzsche, touchant ses congénères et d'abord ses propres compatriotes, affirmant qu'il manque, disons, du raffinement suffisant, et peut-être une allusion à, comme je le dis parfois, une réécriture ou une transfiguration de, comme dans d'innombrables autres cas, un aphorisme de Ralph Waldo Emerson. Dans ce cas, chacune des paroles qu'ils disent nous chagrine. Ces écrivains ont le sentiment qu'ils partagent leur langue maternelle partout et qu'ils ne la partagent nulle part.